Madame, Monsieur, bonsoir. Crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc, au menu de questions d'actu ce soir. L'anglicisme qui veut littéralement dire financé par la communauté permet aux personnes physiques, start-up ou PME de lever des fonds via une plateforme Internet et en contrepartie, ces investisseurs deviennent donc actionnaires de l'entreprise. Avant de prendre cette forme électronique, sachez que le financement communautaire, participatif ou collaboratif, les trois se valent, serait né au XVIIIe siècle dans le domaine des actions de charité. Et remarquez que nous avons chez nous cette pratique depuis la nuit des temps, et ce à travers les cotisations ou levées de fonds d'ailleurs pour la construction des mosquées. Cela dit, au-delà de l'esprit de solidarité, la pratique s'est développée, professionnalisée et l'actu, c'est que le crowdfunding a enfin son cadre réglementaire au Maroc, puisque tout récemment est complété par la publication de 9 circulaires d'application émanant de Banque El Maghreb et par le lancement aussi de l'autorité, ou par l'autorité marocaine des marchés des capitaux, la MMC, un portail qui est spécialisé pour accompagner les futurs acteurs de ce marché et notamment pour obtenir leurs agréments donc à la Banque centrale auprès de Banque El Maghreb. Des étapes nécessaires, ces deux dernières, bien évidemment, pour l'éclosion de ce mode de financement salutaire au vu de la conjoncture actuelle. Comment rendre cette pratique plus accessible et en faire un véritable levier pour l'entrepreneuriat? C'est pour cela que nous en parlons aujourd'hui avec les principaux acteurs de ce jeune écosystème du crowdfunding au Maroc. D'abord, j'accueille le directeur de la direction normalisation et affaires juridiques à l'AMMC, Mohamed Tanouti. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Il s'est lancé dans l'aventure du crowdfunding. Il est serial entrepreneur. Il est donc cofondateur de Hidden Clouders and Akan Crowdfunding. Nasser Ktani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Très ravi. Marhaba. Et un plaisir renouvelé de l'accueillir. Cela fait quelques années qu'il n'est pas revenu sur le plateau de questions d'actu. Il est le président directeur général d'un laboratoire d'innovation et d'économie collaborative appelé Apismala. Eric Asmar, bonsoir. Merci. Marhaba. Alors, vous avez dévoilé hier, mardi, votre nouveau programme Impact Together, qui vise donc à renforcer, à promouvoir l'économie sociale. Un petit mot sur cela par rapport au crowdfunding avant qu'on commence notre débat. Il s'agit d'un projet régional qui opère sur 7 pays avec le soutien de l'Union européenne et EVPA, qui est un réseau international d'investisseurs impact. Et le crowdfunding fait partie intégrale du dispositif. On cherche à diversifier les moyens de financer des projets à fort impact. Et le crowdfunding, c'est notre sujet de prédilection et un outil clé pour pouvoir justement opérer cette diversification. Très bien, parce qu'il s'agit aussi d'avoir un impact social, un impact socio-économique. D'où aussi l'importance de parler de cette économie à impact ou économie sociale. C'est un autre débat, ce n'est pas celui de ce soir. Mais avant, donc, on va faire un peu de pédagogie. Parce que le but aussi est de sensibiliser. Ce n'est pas bien sûr la première fois que nous traitons du sujet du crowdfunding, mais il est toujours nécessaire de comprendre comment cela marche. Nasser Ktani, quel financement, quels sont les besoins, quels sont aussi les enseignements peut-être à tirer des expériences à l'étranger. Bref, le crowdfunding, c'est quoi ? Merci pour l'invitation encore une fois. Alors, c'est pour être très simple. Aujourd'hui, il y a différents types de mécanismes de financement qui existent sur le marché. Ça va de j'emprunte de l'argent à ma famille à aller en bourse. Et entre les deux, il y a tout un ensemble de mécanismes qui existent pour financer des projets d'entrepreneuriat. Eh bien, il se trouve que il y avait probablement un des trous dans nos dispositifs au Maroc, qui était le financement par la foule ou par le crowd, peu importe. Alors, c'est quoi ? C'est l'idée générale, c'est j'ai un projet que je veux financer, et bien, je vais aller à la foule, au crowd, à la communauté pour le financer. Il y a 3 types de financement possibles. Soit c'est un don, et là, on a du don pur et dur. Je demande, et puis ce sont plusieurs personnes qui peuvent se réunir, chacun me donne une partie pour financer mon projet. Il y a un deuxième schéma qui est le crédit. Donc là, les gens peuvent me prêter de l'argent avec ou sans intérêt que je dois rembourser. Et puis il y a le troisième,
qui est, je peux devenir actionnaire, donc les gens peuvent devenir actionnaires de mon projet, prendre des participations, on parle d'equity ou d'investissement. Donc 3 schémas de financement potentiel. L'objectif est vraiment, en tout cas notre vision, c'est vraiment de financer l'économie, de financer des TPE, des petites PME, qui ont besoin de financements différents, de financements alternatifs par rapport à ce qui se trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, nous allons revenir aussi par rapport à qu'est-ce qu'on appelle par investissement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une fourchette, nous allons y revenir. Peut-être une information complémentaire, Eric Asmar, et surtout, parlez-nous de la réglementation du crowdfunding au Maroc et son évolution. Vous connaissez bien ce dossier. Oui, c'est un dossier qu'on suit depuis un bon moment. Pour faire simple, le cadre établit un périmètre dans lequel on a le droit de monter des plateformes et des règles par rapport à la gestion des plateformes. Donc, n'importe qui ne peut pas lancer sa plateforme aujourd'hui. Ils doivent passer un processus d'agrément auprès de l'AMMC ou de Banque Al Maghreb. Dès qu'ils ont cette autorisation, ils ont une autorisation pour la plateforme. On peut avoir une ou plusieurs, de dire moi j'ai une plateforme de dons, de crédit, d'investissement. Et cet agrément permet les gens de lancer des campagnes. Donc ils font l'intermédiaire entre des contributeurs et des porteurs et des porteuses de projets. Il y a des plafonds qui sont installés par typologie de campagne, il y a des plafonds qui sont installés par contribution individuelle. Donc quand on dit campagne, pardon, pas compagne quand même, quand on évoque ce terme-là, c'est quand on commence la levée de fonds, c'est ça une campagne. C'est un appel à contribution. Que ce soit du don, du crédit ou de l'investissement. Il y a une période définie en disant pendant ces X semaines ou mois, j'ouvre cette possibilité de contribuer à mon projet. Donc il y a des règles pour combien d'argent on peut demander, dans quelle mesure une personne ou plusieurs personnes peuvent contribuer de l'argent. Et ça permet d'encadrer le marché. Et notamment dans le cas du crédit de l'investissement, ça ouvre des nouveaux marchés. Ça n'existait pas au Maroc auparavant. Très bien, ça n'existait pas avant cette loi 15-18. C'est ça. Alors, au-delà de la loi 15-18, que change réellement ce cadre réglementaire de Banque Al Maghreb et de l'AMMC que vous représentez, Mourad Saouti? Alors, effectivement, je complète ce qui a été dit. Aujourd'hui, ce qui change fondamentalement, c'est que cette activité, aujourd'hui, est encadrée par un dispositif légal et réglementaire dédié. C'est-à-dire, c'est des lois qui sont dédiées au crowdfunding. C'est une tendance qu'on observe au niveau mondial. L'industrie du crowdfunding, il y a 20 ans, n'était pas encadrée par des textes spécifiques, mais aujourd'hui, on s'achemine même en Europe et ailleurs vers des textes dédiés. Alors, le dispositif, vous avez cité la loi relative au financement collaboratif. Après, il y a les textes d'application et les circulaires. Juste, je complète, il y a les circulaires de la Banque centrale, Banque Maghreb, il y a aussi la circulaire de l'AMMC qui ont été publiées il n'y a pas longtemps et qui, à partir de là, rendent le dispositif complètement opérationnel. Et donc les plateformes qui voudraient une demande d'agrément peuvent le faire. Et en fonction du type de financement qu'ils souhaitent proposer, si c'est du don et du prêt, on va plus parler du prêt que du crédit, donc ils le demandent auprès de la Banque centrale. Si c'est de l'investissement, comme vous l'avez cité dans votre introduction, c'est-à-dire une prise de participation directe ou indirecte, là, ils demandent l'agrément auprès de l'AMMC. Donc l'AMMC, comme vous l'avez mentionné, a ouvert un portail pour permettre justement à ces projets de se manifester et initier leur, parcours pour demander l'agrément. Je rappelle qu'aujourd'hui, une société ne peut pas fournir ce type de service si elle n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire. Mais des plateformes existaient avant justement ce cadre réglementaire ou pas, Eric Asmar? Oui, tout à fait. Mais à partir du lancement de ces circulaires, absolument. On compte combien d'acteurs aujourd'hui sur le marché? Puisqu'on dresse un diagnostic. On démarre, aujourd'hui, on n'a pas de plateforme agréée. Alors, les plateformes qui existaient avant... Qui existaient avant. Existaient, la nuance, vraiment. Oui, parce que effectivement, ce cadre réglementaire, il est en place depuis un mois. Déjà, les décrets d'application de la loi sont tout aussi récents que ce cadre réglementaire et ces circulaires. Donc, mais en gros, il y a déjà des acteurs qui sont établis, Eric. Oui, il y a des acteurs locaux et il y a aussi beaucoup d'activités qui se passent à l'international. Mais avec la spécificité que toute cette action, c'est sur le volet don.
qui est encadré, qui a un cadre juridique précédent autour de l'appel à la générosité publique. Très bien. Donc il fonctionnait dans ce cadre ou à l'international, c'est un cadre un peu particulier qui permettait ces plateformes et ces campagnes d'opérer. Mais maintenant, les nouvelles règles sont établies et tout le monde va rentrer dans le même dispositif. Alors ce dispositif, est-ce qu'il vous facilite la vie en tant que plateforme? Oui, non. Alors pourquoi oui et pourquoi non? Non, mais il facilite la vie parce qu'il nous donne beaucoup de clarté et il encadre ce qu'il faut faire. Je pense que c'est important de vraiment préciser que on ne devient pas un acteur du crowdfunding en créant un site web et en commençant à collecter l'argent des gens. Il faut beaucoup de sérieux et ce que vient faire la réglementation, c'est de poser le cadre pour protéger les contributeurs, parce qu'ils vont mettre leur argent, il va falloir les protéger. Protéger aussi les porteurs de projets, parce qu'ils peuvent ne pas être et les accompagner. Et puis protéger les acteurs du crowd pour faire les choses correctement, parce qu'on peut faire des bêtises. Donc la loi, elle est là pour nous encadrer et pour nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bien évidemment, quand je dis « et pas », parce que pour des startups, pour des opérateurs qui démarrent, des fois il y a quelques difficultés, mais c'est des choses qui sont normales, j'ai envie de dire, pour des opérateurs qui vont démarrer dans ce domaine, parce que c'est de la finance, c'est très sensible, c'est très Enfin, est-ce que c'est de la finance? Du coup, on doit voir vraiment ces plateformes comme et qu'elles soient gérées sur les mêmes modèles que des banques, donc le risque en l'occurrence. Donc cette plateforme, elle prend en fait en charge tous les aspects, un peu comme une banque, finalement. C'est normal, parce qu'on prend de l'argent de quelqu'un pour le donner à quelqu'un, d'une certaine manière. Qui est-ce qui a donné l'argent? Est-ce que cet argent est illicite ou pas? L'argent, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va faire pour financer un vrai projet illicite ou pas? Donc il y a des vrais sujets de combattre le blanchiment, de combattre le financement du terrorisme, etc. Donc il ne faut pas qu'on joue avec ça. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a des règles qui s'imposent aux opérateurs de crowd pour faire les choses correctement, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et puis quand il y a de l'argent en jeu, puis les sommes sont importantes. Ça paraît simple, mais quand on fait par exemple l'investissement jusqu'à 5 millions de dirhams sur des projets, ou le prêt sur 3 millions de dirhams et puis le don sur 450 000 dirhams, etc., il faut faire attention, c'est des sommes importantes, donc il faut qu'il y ait des règles pour protéger les contributeurs, investisseurs, et j'ai envie de dire même nous protéger, nous, en tant qu'acteurs, de faire les choses correctement et de ne pas faire des bêtises. Alors justement, quelles sont ces règles-là, Mourad Sanouti, en tant que... Par exemple, moi, je veux me lancer dans l'aventure et je veux créer ma plateforme de crowdfunding. Quels sont les critères pour que je sois éligible, ou en tout cas ma plateforme, pas moi, soit éligible à en devenir une? Alors, c'est des critères assez classiques. Donc, il faut des moyens financiers, organisation. Les moyens financiers, ça démarre d'un capital minimum de 300 000 dirhams, avoir le statut de SA ou de SARL. Et à partir de là, le projet doit démontrer que la société qui prétend à l'agrément dispose des qualifications, dispose d'une organisation, des moyens techniques. On parlait avant l'antenne de la question de la plateforme, qui est quand même l'outil principal de cette activité, qui doit être sur des bases techniques solides, fluide, qui permet une expérience utilisateur qui soit fluide, qu'elle soit sécurisée. Donc globalement, ça reste des conditions assez classiques pour l'agrément, l'honorabilité des fondateurs, des actionnaires de la plateforme. C'est comme tous les agréments des acteurs classiques à une échelle un peu, on va dire, moins contraignante que les acteurs classiques. Je voudrais juste, je suis tout à fait en phase avec ce que vous avez dit, et pour les régulateurs, c'est une vraie question, parce qu'à la fois, il faut laisser l'industrie, on va dire, respirer, se développer, parce que c'est des mécanismes de financement supposés être beaucoup plus flexibles qu'un crédit bancaire ou qu'un appel public à l'épargne, mais en même temps, vous l'avez dit, il y a la protection aussi des investisseurs, donc il y a des éléments de contractualisation, il y a des éléments de transparence qu'il faut mettre en place. Donc tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre l'impératif de laisser l'industrie un peu se développer, mais aussi
rester vigilant par rapport à cet élément fondamental de la protection, à la fois, je suis tout à fait d'accord, des investisseurs et à la fois des porteurs de projets. Alors justement, comment se protéger? Parce que si on parle du principe que ce ne sont pas des banques et que finalement c'est complémentaire à l'offre bancaire, comment vous limitez les risques? Comment ça vous fait sourire, comment se font ce genre de prémunition, si je peux me permettre l'analogie? En fait, quand quelqu'un vient poser son projet sur la plateforme, on a du travail à faire pour s'assurer de qui est ce porteur de projet, qu'est-ce qu'il représente lui-même en tant que personne, entrepreneur, etc. Pour faire un travail d'analyse de son projet, de complétude de son projet, de son BP, des informations qu'il va nous donner. Alors ça peut être nous ou d'autres, mais l'idée c'est qu'il va falloir qu'il y ait de la vérification très sérieuse des projets qui sont proposés sur la plateforme et des entrepreneurs. Il y a les deux sujets. C'est pas, pour moi, je les sépare, mais il faut vraiment les traiter correctement. Il y a le porteur du projet ou l'équipe qui porte le projet et le projet en lui-même. Il y a du travail, du due diligence à faire pour s'assurer qu'on a des gens en face de nous qui sont sérieux, des projets qui sont sérieux, finançables, etc. Donc il y a ce travail-là. Mais même vis-à-vis des investisseurs, on a aussi besoin de vérifier que les investisseurs qu'on a en face, ils sont sérieux, ils sont connus, ils sont respectés et leur argent vient bien des bonnes sources qu'il faut pour que ça ne soit pas des financements illicites. Donc il y a un vrai travail qui est fait ici, et il y a un travail dont on n'a pas parlé, mais probablement qui va venir, c'est que derrière, on est quand même connecté au système bancaire. Donc il y a une complémentarité très importante, et le régulateur a imposé des règles aux établissements de crowdfunding pour travailler avec ce qu'on appelle des établissements teneurs de compte, pour que ce soit la banque, d'une certaine manière, qui tienne les rênes de cet argent, des écritures et des flux financiers qui passent. Pour le protéger, pour protéger les investisseurs et les porteurs de projets, et probablement pour identifier des mécanismes de collaboration sur comment est-ce qu'on combat les opérations illicites. Mais est-ce que, alors, ce concept-là, est-ce qu'on parle donc d'une activité qui soit adossée aux banques, Eric Asmar? Est-ce qu'il y a de la compétitivité entre des plateformes ou des sociétés de financement collaboratif, par exemple, et les banques? Dans l'absolu, non. Donc, d'un point de vue global, les banques sont partie prenante parce que, bien évidemment, quand on reçoit de l'argent, il faut le mettre quelque part. Donc, un compte bancaire et les dispositifs qui vont avec font partie de la démarche. Donc, toutes les plateformes qui vont se lancer sous ce nouveau dispositif, ce nouveau régime, auront des partenariats avec des institutions financières pour recevoir l'argent, vérifier la provenance de l'argent et par la suite transiter l'argent vers les porteurs de projets qui ont lancé la campagne. Comme n'importe quelle société a besoin d'un compte en banque. Est-ce que c'est toutes les... c'est-à-dire c'est une pratique qui est généralisée dans le monde? C'est-à-dire que ce n'est pas propre au Maroc? Non, ça c'est une infrastructure financière qu'il faut pour opérer l'action. Après, par rapport à la question de la concurrence, on verra si et quand certaines banques décident de se lancer directement sur le marché ou s'ils vont faire que des partenariats. Mais dans l'absolu, ce sont des logiques de financement complémentaires. Le crowdlending, donc le prêt, permet justement d'accéder à un prêt à des taux qui sont souvent plus compétitifs avec des conditions qui peuvent être plus intéressantes pour certains types d'entreprises ou de porteurs de projets. Donc, ils ne rentrent pas dans le profil d'une banque classique ou peut-être demandent des montants plus élevés qu'une institution de microfinance. On a le crowdlending qui se place au milieu en disant là, on peut vous octroyer cet argent avec des conditions qui sont mieux adaptées à votre contexte. C'est pareil. Quand vous dites des conditions mieux, moi je pense directement au taux appliqué. Est-ce que c'est le même taux que la banque? C'est quoi ces conditions? On verra les taux qui vont être appliqués par les plateformes. Ça va être du cas par cas. Mais c'est aussi une question de conditions d'entrée. Donc les banques, bien évidemment, ont leur dispositif, ils ont leur système de gestion de risque. Ils ne peuvent pas octroyer des crédits à n'importe qui. Et dans certains cas, à travers le crowdlending, on peut accéder à un crédit qu'une banque ne peut pas nous octroyer.
Donc, selon les critères d'ancienneté, de capital existant, de garantie, etc., les plateformes ont plus de flexibilité là-dessus. Pareil, par exemple, pour l'equity, pour l'investissement, au lieu de passer par un fonds institutionnel, qui en général travaille avec des projets qui ont une certaine maturité, ou d'essayer de réunir un réseau d'investisseurs privés, de business angels, la plateforme vous permet de faire, enfin, dans le mécanisme, c'est un peu une mini-entrée en bourse, c'est-à-dire on ouvre la porte et plein de gens peuvent acheter des actions, mais qui se positionne entre ces tours de financement. Donc on a un petit capital au départ, on n'est pas encore prêt pour un fonds institutionnel, on peut faire une campagne d'equity qui va combler ce vide, entre guillemets. Donc le crowdfunding est vraiment très complémentaire aux produits existants. Et souvent dans le cycle de vie d'une entreprise, on va faire recours à des campagnes entre les phases où on va s'appuyer sur d'autres types de financement peut-être plus institutionnels. Vous avez évoqué tout à l'heure les due diligence par rapport au projet. De quoi s'agit-il, Mourad Sanoути? Surtout que tout a été bien précisé dans le cadre de ce cadre réglementaire et de ces circulaires. Parce que dans la chaîne de valeur du financement collaboratif, vous avez en amont, le point de départ, c'est qu'un porteur de projet va venir solliciter l'épargne. Donc c'est le point de départ. Parmi les obligations de la plateforme, c'est de mettre des filtres pour évaluer les projets qui sont sélectionnés par rapport à un certain nombre de vérifications qui sont dans les textes, qui sont des vérifications assez classiques, mais aussi des vérifications par rapport à la viabilité du projet, sa pertinence, sa solidité. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le dispositif de protection, il y a quelque chose que les plateformes doivent porter à la connaissance du public, c'est le taux de défaut. Donc c'est un paramètre qu'ils doivent communiquer. Et les plateformes en général vont rester très vigilantes pour que les projets qu'ils sélectionnent ne dégagent pas des taux d'échec importants, parce que c'est la réputation de la plateforme d'afficher que tous les projets qu'elle a mis sur sa plateforme qui ont été financés ont réussi dans le sens... Je me permets de vous interrompre. Ça, c'est dans l'idéal. C'est-à-dire c'est dans un monde idéal où 100% des projets réussissent. C'est-à-dire quand on voit par exemple les chiffres de l'OMPIC, je sais que ce n'est pas comparable, mais quand on voit les chiffres de nombre de créations d'entreprises au Maroc, et quand on compare avec les entreprises qui sont en défaillance, voire en veilleuse, on comprend qu'effectivement, il ne suffit pas de créer cette entreprise pour être sûr qu'elle marche, qu'elle fonctionne. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas le recul, parce qu'on n'a pas encore une activité. Commence à peine. Donc, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça, mais disons la construction. La construction, c'est qu'il y a des éléments de protection et de gestion des risques. Un des éléments, c'est que la plateforme, comme c'était le sens de votre question, doit faire un certain nombre de diligences pour justement vérifier que le projet est viable, qu'il est solide, et à partir de là, elle le met sur la plateforme. Après, juste je complète par rapport aux éléments de protection, il y a aussi les plafonds, parce que les investisseurs, les contributeurs sont soumis à des plafonds d'investissement qui restent quand même assez confortables malgré tout, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 500 000 pour l'investissement, 300 000 pour le prêt, et un cumul, tout projet, plateforme confondu annuel, jusqu'à 1 million de dirhams. Mais toujours est-il, c'est plafonné. Il ne peut pas investir plus, un montant plus élevé que ces plafonds. Les plateformes aussi ont tout un dispositif d'alerte. Quand je m'inscris dans la plateforme et que je choisis le projet pour investir, la plateforme me renvoie une alerte pour vérifier que j'ai bien compris mon investissement, que j'ai bien compris les risques qui sont autour de cet investissement. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont dans le sens, donc la question précédente, de protection. La banque, structurellement, est un acteur impliqué dans le processus, puisque la plateforme ne peut pas collecter les fonds, ne peut pas détenir les fonds directement, donc elle doit s'adosser à une banque, et la banque a aussi des obligations. Il faut qu'elle crée un cantonnement, un compte séquestre, pour s'assurer que l'argent est destiné à tel projet. Si la campagne ne réussit pas, qu'on n'arrive pas à l'objectif de financement, que l'argent soit restitué aux contributeurs, tout ce dispositif
justement, il combine des éléments qui vont dans le sens de mettre sur la plateforme des projets, évidemment avec les réserves que vous avez émises, mais aussi des éléments de protection pour que tous les acteurs s'engagent dans ce processus de façon sereine et transparente. Juste avant de commencer cette émission, on parlait justement de ces due diligence et de ces projets-là. Donc on parle de quel genre de projet on aimerait bien partager cette discussion que nous avons eue tout à l'heure avec les téléspectateurs. On parle de quel genre de projet, de quelle taille de projet, Nasser Khtani, et aussi des projets qui peuvent échouer. Enfin, on ne s'attend pas à des réussites, ou des taux de réussite à 100%. Je ne pense pas que le sujet de la réussite soit un entrepreneur par définition. Il peut échouer, un projet peut échouer. Donc c'est l'esprit même de l'entrepreneur. C'est l'esprit même de l'entrepreneur. Puis il y a même des très 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 grandes entreprises qui étaient en bourse qui ont disparu. Donc c'est pas parce que. Et c'est pas une question de taille. Donc c'est pas une question de taille donc il peut y avoir tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné un projet échoue. En fait, il y a plusieurs types de projets. D'ailleurs, il y a des projets. Je pense qu'il y a la question que vous avez posée tout à l'heure à Eric sur est-ce que c'est concurrent du système bancaire, etc. Si vous voulez écrire un livre aujourd'hui, la banque ne vous finance pas. Si vous voulez faire une pièce de théâtre, la banque ne vous finance pas. Oui, mais parce que le risque est lié aussi. Le risque est élevé. Et donc il faut trouver un système de financement. En fait, dans ma question, est-ce que si c'est le même modèle de la banque, qu'est-ce qui change dans ce modèle collaboratif par rapport à la banque? N'oubliez pas que le système bancaire, il est réglementé et la banque, nous aussi, mais la banque centrale regarde les banques comme ils sont ce qu'on appelle un risque. Ils ont un risque systémique. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans une banque qui fait faillite, c'est peut-être tout le pays qui va avec. Donc c'est toute l'économie. Donc ils tirent à quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est eux-mêmes qui prennent le risque. En fait, quand une banque finance un projet, c'est elle-même qui prend l'ensemble du risque du projet. Et donc oui, parce que c'est l'argent qu'elle va prendre. Là, le risque, il est réparti à travers les différents contributeurs. Très bien. Donc on n'est pas dans le même schéma de risque pour le financement d'un projet. À la limite, ça peut être triste, mais un épargnant qui va mettre 5 ou 10 000 dirhams sur un projet et puis le projet échoue, à la limite, c'est pas très grave par rapport à des projets qui sont plus importants où c'est la banque qui le gars fait faillite et puis on n'arrive pas à financer. Donc le risque ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on finance ? En fait, on peut tout financer. Comme j'ai donné quelques exemples, ça peut être, je veux faire une pièce de théâtre, je veux faire un livre, mais ça peut être une start-up qui veut lancer quelque chose et qui n'est pas finançable, puisque la banque, si elle va l'avoir, la banque va lui dire non. Et qu'est-ce qui vous fait dire, vous, qu'elle est finançable ? D'abord, en fait, c'est le travail qu'on va faire sur le travail qu'on va faire sur l'entrepreneur pour comprendre est-ce que l'équipe qui porte ce projet est une équipe solide ou pas. Il y a des éléments qu'on va regarder. On va regarder le projet lui-même. On va regarder le BP du projet. Il y a des experts dans le métier et qui vont dire à un moment donné est-ce que ce projet est viable ou pas. Okay. Parce qu'ils ont des indicateurs sur le marché, etc. Après, in fine, c'est l'investisseur qui va prendre la décision à la fin de est-ce que je finance ce projet ou pas. Mais l'investisseur, est-ce qu'il a un contact direct avec le porteur de projet ou vous restez vraiment la plateforme qui fait le pont entre les deux ? La plateforme va rester l'intermédiaire parce que la plateforme doit être aussi le garant. La plateforme doit garantir à l'investisseur que son investissement... C'est la plateforme qui va éditer les contrats, qui va s'assurer qu'il y a bien un contrat entre eux, parce que c'est important. S'ils sortent de la plateforme n'a plus de responsabilité. Donc l'investisseur prend sa responsabilité tout seul. Alors que là, en passant par la plateforme, il va voir qui sont les autres financeurs qui financent le projet. Est-ce que donc il y a une transparence totale. Mais on est obligatoire d'avoir une transparence totale pour comprendre ce qui... C'est-à-dire que si, par exemple, moi j'ai un projet, que M. Tanouti, M. Asmar... Alors ça, je ne sais pas si on va afficher les noms, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être que certains voudront mettre leur nom, d'autres diront que non. Après, c'est une décision qui peut être individuelle. Mais un projet... qui est déjà financé et quelqu'un qui vient et qui voit que le projet est déjà financé, il y a des gens qui ont fait confiance au projet, le projet il est scoré d'une certaine manière, il va avoir plus de confiance
Peut-être que si le projet est accompagné par des mentors, des experts, etc., il va avoir plus de confiance de dire « Ok, je mets mon argent là-dedans » que de... C'est ce que vous prévoyez? C'est ce qu'on prévoit, bien évidemment. Il faudra convaincre ces investisseurs. Bien sûr. En fait, il y a un élément de confiance fondamentale. Tout ça repose sur la confiance. Si on doit résumer. Il y a un élément de... La plateforme doit agir, de mon point de vue, comme une espèce de tiers de confiance entre un investisseur et un contributeur, et un porteur de projet. Et donc, tout le travail de conception, de storytelling, de tout ce qu'on doit faire, ou tout ce que les plateformes doivent faire, c'est de créer cette espèce de confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, en fait, ce n'est pas que la plateforme qui ne va pas échouer, c'est tout le système. C'est toute la pratique. Parce que si les gens commencent à ne pas avoir confiance sur ce type de système, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut créer de la confiance. Et le régulateur a donné des éléments pour nous imposer d'une certaine manière de créer cette confiance. Ce n'est pas écrit tel quel, mais c'est ça que le régulateur impose d'une certaine manière aux plateformes pour qu'elles fassent un travail très sérieux pour qu'il y ait cette confiance qui soit instaurée. Et je pense que c'est ça l'élément qu'il faut retenir, de mon point de vue. Alors, le besoin est là, et il y a une demande aujourd'hui au Maroc. Il y a une demande. Aujourd'hui, il y a déjà, les gens se financent par un tas de mécanismes. Nous-mêmes, pour construire la plateforme, on s'est financé d'une certaine manière. Donc, je veux dire, les startups se financent... ce marché, Eric va probablement donner des chiffres, mais si on regardait au niveau mondial, c'est un marché qui représente déjà plus de 120 milliards de dollars. C'est un marché qui fait entre 15 et 20% de croissance par an. Il est exponentiel. 15-20%, c'est quand même important. Oui, c'est un marché qui est vraiment en croissance exponentielle. Il y a de très très grandes, de belles réussites, de licornes qui ont été financées la première fois comme ça. Donc il y a un vrai. Au Maroc, le marché est là. On ne l'a pas encore testé, c'est un pari qu'on fait, mais on pense qu'il est là. Il existe sur le don, sur le prêt et sur l'investissement. Il est là. Maintenant, il faut le construire, il faut faire de la pédagogie comme ce qu'on est en train de faire ici. Et puis, il faut que les premiers essais soient un succès. Il faut que les premiers projets qui soient financés soient un succès pour que les gens aient confiance. Et donc, ça va démarrer très petit. Il ne faut pas croire, ça va démarrer petit. Mais dès qu'il y aura les premiers succès, je pense que les gens viendront plus naturellement pour supporter ce type d'investissement. J'avais évoqué justement ce programme Impact Together par rapport au crowdfunding. Donc, peut-être nous rapprocher davantage des besoins aujourd'hui en termes de financement collaboratif au niveau du Maroc et comment cette solution, j'ai envie de dire, pourra répondre aux problèmes non seulement de financement, mais aussi d'accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de programmes de financement, les banques, etc., même pour des petits projets qui n'ont pas besoin de règles, en tout cas, ou de projets qui soient back-upés, entre guillemets. Quels sont les secteurs aussi que vous avez déjà identifiés et qui peuvent vraiment servir comme démarrage, comme piste de décollage du crowdfunding au Maroc? Je pense déjà, en termes d'avantages, en termes de positionnement global, l'un des avantages et les atouts principaux de cette méthode de se financer, c'est que ça confronte les porteurs de projets au marché, directement. C'est-à-dire, on a toutes ces mesures qui se mettent en place de due diligence, etc. Mais fondamentalement, le mécanisme, c'est la foule qui décide qui est financé, qui n'est pas financé. Donc, on encadre ça correctement. On assure que le minimum syndical est fait pour qu'il n'y ait pas de l'arnaque ou des projets qui n'ont aucune chance de se fiabiliser. Mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont décider qui est-ce qui sera financé, qu'est-ce qui ne sera pas financé. C'est leur argent de poche, c'est leur épargne qu'ils sont en train de mettre en avant. Donc, ils sont fondamentalement très judicieux dans la démarche. Dans le choix, ouais. Et du côté des porteurs de projets, ça permet justement de faire ce test sur le marché sans faire un investissement. C'est-à-dire, au lieu de dire, moi je vais, par exemple, je fabrique, je dis n'importe quoi, des tasses. Je fabrique des tasses, j'ai des prototypes, je veux faire un test sur le marché. Au lieu de lancer la production, lancer l'opération commerciale, la distribution, etc., je lance ma campagne. Et je vais voir si le marché est prêt à acheter ma tasse ou pas. Si ça réussit, j'ai déjà des clients, j'ai déjà fidélisé une certaine communauté et j'ai le financement qu'il me faut pour pouvoir avancer. Qui fait la campagne? C'est vous ou c'est la plateforme? Non, la plateforme. Enfin, vous en tant que porteur de projet. Voilà. Donc, non, la responsabilité finale est chez le porteur ou la porteuse de projet. C'est à eux de communiquer, c'est à eux de monter leur dossier, c'est à eux. Et la plateforme, c'est un moyen
d'opérer la transaction. Mais ça veut dire qu'on organise des événements, on communique sur les réseaux sociaux, on fait des communiqués de presse. C'est quand même la responsabilité du porteur ou de la porteuse de projet de communiquer et de convaincre les gens de leur activité. Et ça, c'est d'un point de vue de contrepartie, et ça c'est bien chiffré, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais par exemple sur le crowdlending, on a des taux de remboursement qui sont plus élevés qu'à travers une institution financière. Et on peut imaginer, c'est très très simple, parce qu'au lieu de devoir de l'argent à une institution qui n'a pas de face, je dois de l'argent à vous. C'est-à-dire le facteur humain, le fait qu'on est engagé auprès d'une communauté, ça crée un autre type de lien. Et ça produit de manière générale, bien évidemment, il y a des cas hors, mais de manière générale, ça crée de meilleurs résultats. Donc on a des projets qui répondent à une vraie demande, qui arrivent à être financés sur le marché. On a des taux de remboursement, etc., qui sont de manière générale plus élevés parce qu'on a un engagement auprès de notre communauté, auprès de nos clients. Et quels sont les secteurs peut-être que vous avez, enfin en tout cas qu'on peut d'ores et déjà identifier et qui puissent bénéficier du développement de crowdfunding? Ce qu'on voit d'un point de vue, on va dire, historique, encore, on est axé que sur le don. Donc, c'est une certaine typologie de projets. Il y a des projets d'entreprise, mais c'est surtout des projets associatifs ou on va dire, d'entreprises sociales qui sont quelque part entre les deux. Des questions d'environnement reviennent régulièrement. Des projets culturels, Nasser avait parlé de financement de livres, les disques, les festivals de musique, les courts-métrages arrivent assez régulièrement à pouvoir financer leurs activités. Mais ça peut s'appliquer à des TPME de tout type. On a des campagnes qui sont adossées à de la microfinance pour financer un boucher, un serrurier, un moule hanout. Et ça va jusqu'aux startups, donc des entreprises de haute technologie qui, à travers l'equity ou un crédit, arrivent à passer d'un financement en amorçage à des gros financements. Mettons de côté tout ce qui est coopérative, associatif, etc. Économie sociale. Voilà, et le volet économie sociale aussi qui se finance, enfin c'est très bien ancré, et même les pratiques existantes de zakat, etc., c'est, on va dire, la version 21e siècle de ces mêmes pratiques d'appel aux dons. Exact. Ce que je disais tout à l'heure pour financer la construction de mosquées, par exemple. Les tontines, Dart, c'est du prêt collaboratif. Ben oui. Mais est-ce qu'il y a des tickets d'entrée, justement? Parce que vous avez parlé des startups et cela m'a fait penser à cela. Est-ce qu'il y a un minimum, par exemple, pour l'investissement, pour le compartiment investissement du crowdfunding? Ça, c'est quelque chose. Donc, il y a des éléments réglementaires, mais de manière générale, ça, c'est structuré par la plateforme. Je dirais sur le volet equity, investissement, c'est le volet de crowdfunding où il y a le plus d'accompagnement à faire avant de lancer la campagne. Il y a beaucoup plus de travail due diligence, etc. Et aussi d'accompagner les entreprises à définir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que contrairement à des négociations individuelles, là, on fixe, on va dire, voilà le capital qu'on va ouvrir, voilà à combien on va vendre les parts, vous prenez ou vous ne prenez pas. Et pour quel retour sur investissement aussi. Voilà, avec une promesse de retour sur investissement. Donc tout ça, ça doit être pré-paramétré. Donc d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue porteurs de projet, c'est un accompagnement qui peut être très très utile et ça leur permet de canaliser leurs efforts au lieu de refaire la même négociation avec 10 investisseurs différents. Et pour les investisseurs, surtout on va dire les investisseurs débutants, des gens qui ne sont pas forcément des professionnels mais qui s'intéressent au domaine, ça leur donne un cadre bien organisé dans lequel ils peuvent démarrer leur activité d'investissement. Peut-être le dernier point que je veux citer là-dessus, c'est on ne parle pas suffisamment des contributeurs là. Les marchés qui s'ouvrent sont bien évidemment pour financer des projets, mais aussi ça ouvre des nouveaux produits pour que les Marocains et les Marocaines puissent placer leur épargne. C'est un nouveau produit d'investissement, que ce soit à travers le crédit, que ce soit à travers l'investissement, et aussi un autre canal pour tout l'argent qui provient des Marocains du monde. J'ai vu le chiffre, c'était 87 milliards de dirhams sont arrivés grosso modo via Western Union, via des sociétés de transfert en septembre. Imagine si on arrive à canaliser une partie de ce chiffre qui est envoyé directement à des personnes vers des projets à plus fort impact, plus forte rentabilité, c'est-à-dire vers des moyens qui sont plus structurés de recevoir toute cette épargne. Bon, après, c'est de l'épargne, mais c'est aussi des dons.
puisque c'est des dons pour subsistance aussi. Donc ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ces envois-là aident aussi une catégorie de la population Absolument. marocaine à subsister. Mais même dans ce cadre, par exemple, j'envoie de l'argent à mon cousin pour subsister, ou on peut s'organiser et j'envoie de l'argent à mon cousin pour monter son affaire et on lance une campagne et d'autres personnes vont contribuer l'argent. Et ça permet à, je dis mon cousin comme ça, mais c'est-à-dire la personne ici, de stabiliser leur situation et de s'autonomiser à terme. Oui. Bien évidemment, on ne remplace pas de l'aide directe, mais il y a moyen de canaliser ces flux d'argent de manière plus productive et de plus impactante. Très bien. Alors, en parlant d'impact, quel est l'impact de cette plateforme qui a été lancée par la MMC pour accompagner justement ces plateformes porteuses de projets, de plateformes de crowdfunding? Les accompagner dans le processus d'agrément. D'agrément, oui. C'est pour ça que je dis quel impact. Je précise, Oui, on a eu déjà quelques... Bah oui, c'est le gendarme de la bourse. Ça va pas faire plus. Quelques demandes. Alors, des personnes qui ont l'idée de lancer, c'est vrai qu'à des stades de maturité différents, dont une plateforme qui existe à l'étranger, donc qui a souhaité s'enquérir un peu des conditions. Donc, on a régulièrement des rencontres. On n'a pas encore aujourd'hui un agrément fait, mais des entretiens pour leur expliquer un peu le cadre, surtout les étrangers qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les régulateurs marocains. Donc, il y a une terminologie, il y a des concepts, il y a des choses à expliquer. Voilà, nous espérons concrétiser un premier agrément bientôt, mais déjà on a des retours assez positifs. Et puis il y a aussi le citoyen, pas forcément des porteurs de projets de création de plateformes, aussi qui demandent est-ce qu'il peut investir, comment, quelles sont les conditions. Vous avez cité les plafonds, le ticket d'entrée. Ticket d'entrée, par exemple, le cas que tu as expliqué, c'est les plateformes qui le fixent selon leur politique un peu commerciale. Est-ce qu'ils veulent beaucoup de contributeurs avec un petit ticket d'entrée ou à l'inverse, réduire le nombre de contributeurs avec un ticket d'entrée plus élevé. Donc les premiers retours sont plutôt positifs. Maintenant, espérons qu'on commence à concrétiser les agréments. Je rappelle encore une fois que la MMC se charge de l'agrément des plateformes equity et Banque Maghreb des plateformes dons et prêts, avec ou sans intérêt. Donc on est deux régulateurs sur cette industrie en termes d'agrément, mais en termes aussi de supervision par la suite et de contrôle. Il y a des reportings à envoyer à l'autorité. Puisque vous avez parlé d'equity, est-ce que vous pensez que pour libérer le potentiel des capitaux au Maroc, c'est une manière aussi, ce crowdfunding, de pouvoir envisager, quand on parle de capitaux, généralement on pense à des sommes mirobolantes, alors que grâce à ce crowdfunding, on pourra peut-être même, dans l'idéal, utiliser l'épargne dans l'investissement, dans la création de valeur. Tout à fait. C'est un des objectifs, c'est justement pouvoir capter une épargne de petits montants. C'est vrai que l'equity, comme tu l'as expliqué, il est un peu plus complexe que le don ou le prêt, mais la mécanique est la même. Le contributeur, il peut décider de placer un petit montant donc pour minimiser le risque, mais effectivement, l'idée, c'est aussi un enjeu pédagogique pour que les petits épargnants commencent à tester l'investissement en equity qui, comme ça, peut paraître très compliqué parce qu'ils connaissent en général la bourse, les marchés sophistiqués, alors que là, on est sur des mécanismes beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs pour le contributeur. Et donc, c'est aussi un des objectifs, c'est de capter cette petite épargne vers le financement de projets de l'économie réelle. Il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'il y a des freins ? Je voudrais, avant de répondre à cette question, rajouter quelque chose, puisque Bien vous avez sûr, parlé tout à l'heure des échecs de l'Olympique, etc. En fait,
Et c'est normal. Vous avez des entreprises qui sont créées, des petites entreprises qui déposent le bilan. Si elles étaient passées par un système où elles étaient accompagnées, elles ont grandi, elles ont proposé des choses, elles ont proposé leurs projets, elles seraient venues sur des plateformes de crowdfunding, il y aurait beaucoup moins d'échecs. C'est vous qui dites. Oui, parce que cela n'engage que vous, Nasser Husseini. Oui, bien sûr. Non, parce que justement, en fait, ils se confrontent au marché, comme le disait Eric. Ils se confrontent à des experts qui vont les accompagner et regarder leur projet et leur dire ça marche pas, change ça, etc. Ils vont les faire mûrir pour que leur projet réussisse. Exact. Donc ils ne sont pas laissés tout seuls. Il y a, ne serait-ce que cet accompagnement, même s'ils ne lèvent pas d'argent. Le fait qu'ils soient accompagnés, c'est déjà quelque chose qui leur permet d'avoir un projet. S'ils ne lèvent pas d'argent, ça veut dire que cet accompagnement, peut-être qu'il a marché, et que s'ils avaient emprunté chez la famille ou Heda, et que l'entreprise ne marche pas. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le pari qu'on fait. Alors, justement, comment gagner le pari, comment dépasser les freins, ce qu'il y en a déjà qui subsistent après avoir mis ce cadre juridique, parce qu'on en parlait avant, parce qu'il y avait le frein des décrets d'application de la loi qui maintenant sont sortis. Il y a le cadre réglementaire de Banque El Maghreb et de la MMC. Est-ce que c'est bon? On a toutes les conditions idoines pour le développement du crowdfunding au Maroc. On a toutes les conditions. Maintenant, c'est le travail que vous êtes en train de faire. C'est d'expliquer, de faire de l'awareness, comme disent les Américains, de faire de la sensibilisation, pour que les porteurs de projets comprennent que c'est une nouvelle opportunité pour chercher du financement et qu'il faut qu'ils se préparent pour aller chercher du financement, qu'ils fassent un vrai travail. Et puis c'est une opportunité pour les investisseurs, pour les contributeurs, aussi d'épargner différemment, d'investir différemment, etc. Donc il y a ce travail-là qui est absolument fondamental et sur lequel il va falloir prendre son bâton de pèlerin, expliquer. Je sais que la MMC fait ce travail, je sais que la Banque centrale fait ce travail. Tous les acteurs font ce travail collectivement. Et moi, je vous remercie de le faire. Maintenant, en plus de ça, il y a probablement le travail de ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir qu'on réussisse les premiers exemples. C'est fondamental. Il faut que ces premiers cas d'entrepreneurs qui viennent, qui lèvent de l'argent, qui montrent que ça marche, qui montrent que la confiance peut être instaurée dans ce type de système. Parce qu'in fine, il y a ce souci. Vous avez un épargnant qui doit donner de l'argent à quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est comme les plateformes de location. Je ne le connais pas. Pourquoi je vais lui donner mon argent? Ça fait des années que je travaille dessus. Et il faut créer cette confiance, cette possibilité de dire oui, je fais confiance, je vais y aller, etc. Il fallait un amorçage à un moment donné qu'il va falloir que se fasse. On a beaucoup de travail à faire, d'explication, d'éducation, de conviction, mais on ne va pas être le seul et j'espère que d'autres vont nous accompagner. Alors justement, parce qu'il y a un potentiel, quel est ce potentiel pour finir, Eric Asmar, et comment pensez-vous qu'il va évoluer avec ces nouvelles dispositions et surtout comment libérer ce potentiel du crowdfunding? Je sais qu'il me reste 2 minutes. Ok. Je crois qu'il me faut une demi-heure pour répondre à la question. C'est pour ça que j'ai précisé le temps restant. Non, tout à fait. Sans trop tenter d'imaginer le futur, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on voit par rapport au temps... Vous avez des chiffres, des baromètres. Donc, entre 2021 et 2023, on a vu 11 millions de dirhams levés à travers le crowdfunding, comparé à 4,5 sur les 2 années précédentes, entre 2019 et 2021. Et ça ne compte pas le séisme. Donc ça, c'était 2 ans, 11 millions de dirhams. Dans la première semaine après le séisme, à travers le crowdfunding uniquement, je ne parle pas des autres fonds, le Fonds national, etc., 64 millions de dirhams ont été levés. Oh, wow. Et la majorité dans l'espace des 72 heures après le séisme. Donc on a des personnes qui sont prêtes à contribuer, on a des personnes qui savent organiser des campagnes. On aura d'ici peu des plateformes qui ont l'agrément et l'infrastructure nécessaire pour pouvoir le recevoir. Il y a énormément de potentiel. Et après, les 3 segments auront des trajectoires différentes. Le don, on le connaît. Il est installé déjà. Il est installé. On connaît comment ce mécanisme fonctionne. Le prêt et l'investissement sont des univers différents qui auront des trajectoires différentes. Mais on sait qu'il y a du besoin du côté des porteurs de projets, et on a des personnes qui sont prêtes, qui cherchent justement des moyens de placer leur argent. Donc ils ont faim pour avoir ce genre de mécanisme. Après, la suite, on verra quand le marché démarre après l'agrément.
Inch'Allah. On pourra attendre des agréments à partir de quand? Pour finir, ça dépend des acteurs. Nous, dès qu'on est en tout cas, en ce qui concerne l'investissement, parce que bien sûr, en ce qui concerne le prêt, c'est la Banque centrale. Nous, on a 45 jours pour traiter et donner notre réponse. Donc, dès qu'on ait un projet, on le traitera. Je finirai par l'accompagnement, que effectivement, c'est une question importante pour dire que la MMC est totalement engagée dans ce processus à travers la publication de guides. On va organiser des séances, des journées d'information, on participe avec les acteurs aussi pour expliquer le nouveau dispositif, parce que nous croyons dans ce projet et l'accompagnement pour bien qu'il démarre bien, c'est une question fondamentale. Inch'Allah, avec les premiers agréments, on va certainement refaire une émission pour voir vraiment où en sont les choses. Et je sais que c'est un sujet sur lequel la MMC, avec à sa tête Mme Zaha Hayat, insiste pour libérer le plein potentiel des capitaux et pour que ces capitaux-là puissent profiter à l'économie nationale, parce que c'est ça la finalité, c'est de créer de la richesse, de créer de la croissance et des emplois et des entreprises pérennes. Merci beaucoup, Eric Asmar. Merci beaucoup. Merci à vous également, Mahatamiti. Et merci Nasser Ktani. Et bon vent à votre Akan Crowdfunding. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Nous sommes là, bien évidemment, pour traiter des sujets d'actualité, pour faire de la pédagogie et aussi pour traiter des thématiques sur lesquelles vous vous posez des questions. Et nous sommes là grâce à nos experts pour y répondre. Merci beaucoup et bonne soirée.